On va y aller. Merci en tout cas pour votre présence. Cette table ronde proposée par la mission Écoterre, l'innovation sociale et organisationnelle dans ce magnifique événement du BIM World, jumeau numérique. Mission Écoterre est partenaire depuis déjà plusieurs années. Je tiens à remercier les personnes qui m'entourent aujourd'hui, ce matin. Anthony Blondeau, vous êtes directeur général adjoint pôle économie, emploi et rayonnement de la communauté urbaine d'Arras. Merci à vous. Jean-François Jaunet, vous êtes vice-président de la communauté urbaine Creusot-Monceau, délégué au développement durable et aux déchets. Alain Merlène, que nous connaissons bien, la mission Écoterre, premier adjoint au maire de Gravelines, en charge de la solidarité, des accès au logement et relations avec les bailleurs publics. Lionel Montillot, maire de Sainte-Hélène. Alors Sainte-Hélène, chez nous en France, on ne va pas confondre avec Sainte-Hélène, très très loin. Et Pierre Ferrari, qu'on connaît bien également à la mission Écoterre, directeur général des services à la mairie d'Audruc. Alors l'innovation sociale et organisationnelle représente une approche de transformation qui redéfinit la manière dont les territoires abordent les défis sociaux et environnementaux. Et j'ai une première question à Pierre Ferrari. Pierre, quand on parle des défis sociaux, comment favoriser ces changements par l'innovation? Ça me paraît extrêmement dur, laborieux et parfois très complexe au niveau des collectivités. C'est un sujet nouveau qu'on essaie de mettre en place depuis quelques années dans les collectivités territoriales, petites et moyennes. C'est un enjeu crucial. Il y a une évolution des mentalités aujourd'hui au sein de nos collectivités. C'est un enjeu pour nos concitoyens, mais aussi c'est un enjeu pour nos élus, c'est un enjeu pour nos agents. Et aujourd'hui, c'est un enjeu de modernisation de manière générale, en lien avec les défis sociétaux de la collectivité. En tant que directeur général des services, comme pour mes collègues agents ou en responsabilité au niveau administratif, il y a cette volonté de changer d'abord les méthodes de management organisationnel de notre collectivité, avec un management qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à l'écoute. Aujourd'hui, on ne se considère plus comme des directeurs, on se considère comme des animateurs. Il y a ce besoin de travailler en transversalité, de manière participative avec nos équipes, de les emmener sur nos projets, de les faire adhérer à nos projets, de manière à ce qu'ils soient compris par l'ensemble de nos agents. Nos agents qui sont les meilleurs ambassadeurs de la collectivité finalement et qui vont porter les projets de la collectivité au-delà de la collectivité. Souvent nos agents ils habitent le territoire ou ils habitent la commune et donc on doit travailler avec eux de manière collective avec cette volonté vraiment de rassembler et cette volonté de leur faire comprendre nos enjeux et nos défis. Alors, rassembler, enjeux, défis. Lionel Montillot, lorsque l'on évoque la culture de l'innovation dans les territoires ruraux notamment, c'est un peu le cas de Pierre à Audruc. Comment l'insuffler, favoriser l'expérimentation et l'adoption des nouveaux usages? Ça ne doit pas être non plus très très simple au sein de petites communes comme la vôtre. Alors effectivement, c'est pas du tout acquis, c'est pas du tout simple, parce que la culture de l'innovation sur les territoires ruraux, en tout cas, elle n'est pas très présente, donc il faut la pousser un peu, la contraindre, avec beaucoup d'expérimentation, beaucoup de flexibilité aussi. Et c'est un travail, y compris, alors ça a été dit auprès des agents de la collectivité, mais beaucoup auprès des élus aussi. Puisque une équipe municipale, c'est pas qu'un maire, c'est pas que quelques adjoints, c'est toute une équipe. Et là, il faut amener à rencontrer, échanger sur les expérimentations qui ont pu avoir lieu sur d'autres collectivités, s'inspirer et ne pas s'interdire de ce qui peut être fait dans des collectivités dites grandes, dites des grosses collectivités qui ont des moyens. Parce que souvent, on voit des choses, on se dit de toute façon, on n'aura pas les moyens, ni humains, ni financiers d'y aller. Et en fait, il faut s'autoriser à faire. Moi, je crois beaucoup à la stratégie du petit pas. C'est-à-dire on y va un tout petit peu, on regarde, on expérimente et surtout c'est beaucoup un état d'esprit où on doit s'autoriser. Alors, de Sainte-Hélène, c'est ça, on va passer à Gravelines, là aussi un territoire extrêmement dynamique. Alain Merlène, l'innovation sociale et organisationnelle est on l'a vu, un processus continu, qui nécessite un engagement fort des élus, des agents territoriaux, bien évidemment, et des citoyens.
Alors, selon vous, les défis que nous évoquons passent par la bataille de la proximité. Vous n'avez de cesse de nous parler de la bataille de la proximité. Oui, c'est exactement ça, la bataille de la proximité qui s'est traduite chez nous par une volonté très forte déjà et très, très collective sur les moyens qu'on pouvait mettre en place justement pour innover socialement. Hein. Par définition, forcément, l'innovation sociale, c'est quelque chose qui se répète constamment. Vous comme moi, vous êtes dans des situations où vous découvrez qu'il y a une problématique qui est mal couverte sur votre territoire, vous essayez d'y remédier, et quand vous y avez remédié, vous découvrez qu'il y en a une autre. Et ça nous arrive fréquemment, et c'est ça toute la problématique que nous avons. Donc, moi, je voudrais simplement citer un exemple concret de Gravelines, où vraiment les élus, la collectivité, l'intercommunalité, le département s'est mis justement avec nous sur un projet que nous avions depuis longtemps sur Gravelines et qu'on voulait absolument mettre en place. J'essaie de vous expliquer ça rapidement et surtout vous montrer l'état d'esprit qui nous a animés pour mener à bien ce projet. C'est que nous, on avait on avait un foyer de personnes âgées qui existait, hein, qui on s'apercevait que d'année en année se dépeuplait. Se dépeuplait pourquoi ? Parce que les gens ne trouvaient plus satisfaction aux demandes, et notamment les familles qui disaient oui, mais vous voyez, le logement de mon papa ou de ma maman est très sombre, il est vétuste. Ce bâtiment appartenait à un bailleur social. Alors nous, avec la collectivité, ce qu'on a dit, on s'est dit il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça déjà pour le résident, mais pour ceux aussi qui vont y venir, comment satisfaire justement la personne âgée qui y sera accueillie et satisfaire la famille en disant comment est accompagnée notre personne vieillissante dans cet établissement. Donc on a racheté le bâtiment au bailleur, on a eu l'occasion de le faire, donc on l'a racheté pour le transformer littéralement. Et donc on l'a rénové. On a aussi réduit la capacité, il y avait une capacité de 79 logements, on les a réduits à 55 pour libérer toute une aile. Une aile qui... après discussion, on a mis beaucoup de monde autour de la table, et notamment tout ce qui était domaine médical, socio-médical, édico-sociaux, enfin tout ça, tous les partenaires se sont mis autour de la table, y compris le département, pour justement, sur cette aile qui était libre, on l'a transformée et on a proposé d'accueillir 3 médecins généralistes dans cette aide, justement, plus 2 infirmières libérales et ça devrait être, enfin je sais plus, ça devrait être peut-être un kiné ou un truc comme ça qui est encore là. Tout ça déjà pour conforter l'esprit de la famille. Hein. Vous voyez, vous rentrez, personne âgée, mais oui, vous avez une disposition juste à côté, un problème médical, vous avez le médecin qui est juste à côté, les médecins ont joué le jeu. Et on a été même plus loin parce qu'il nous restait un étage et on s'est dit, pourquoi ne pas développer aussi l'aide et les services à la personne, avec des soins infirmiers à l'étage, avec des auxiliaires de vie et des auxiliaires de santé, justement, qui étaient à l'étage, qui permettait de donner une certaine forme de cohérence dans ce bâtiment. Personnes âgées, médecins, soins de proximité, aide à domicile. Et en faisant d'aide à domicile, forcément, il y avait pour la résidence qui est devenue depuis le temps résidence autonomie. Et on pouvait comme ça balayer sur tout notre secteur, sur tout notre territoire, tout ce qui est venir en aide aux personnes qui sont seules chez elles, avec des moyens très importants. Derrière, on a pu encore développer aussi beaucoup de choses. Forcément, comme je le disais tout à l'heure, les moyens en demandent une autre. On a développé tout ce qui était un service d'aide à domicile, de soins à domicile, de sortie d'hospitalisation, de repas à domicile, de transport intergénérationnel aussi qu'on a mis en place. Donc voilà un petit peu l'innovation qu'on a mis autour de ce bâtiment qui, allez, je vais dire très crûment comme ça, ne valait plus rien, qui était vraiment désuet, qui était triste. Et voilà, on a fait un petit joyeux autour de la personne âgée. Alors après, bien évidemment, on reviendra vers vous, Alain, pour parler dans ce contexte-là des nouvelles technologies aussi, hein, liées à ce que vous faites du côté de Gravelines, notamment au niveau de l'innovation sociale. De Gravelines à Arras, finalement, il n'y a qu'un pas, à Anthony Blondeau. Alors, concernant cette innovation sociale, vous menez à la communauté urbaine d'Arras des initiatives très intéressantes, comme partout ailleurs, mais j'aimerais aussi que vous nous en disiez un peu plus. Avec plaisir, bonjour à toutes et à tous.
à la communauté urbaine d'Arras et également à la ville d'Arras, donc qui est la ville-centre du territoire, puisque le maire d'Arras, déjà en 2020, avait fait un pari assez audacieux à l'époque, qui était de prendre dans son équipe municipale une élue atteinte de trisomie pour en faire une élue en charge d'une problématique toute simple qui est celle de la ville inclusive et du bonheur. C'était quelque chose d'assez novateur puisque c'était vraiment l'occasion de mettre sur la table un sujet qui est le sujet du vivre ensemble et le sujet des territoires inclusifs. Parce qu'effectivement, l'innovation, la grosse erreur que font certains territoires, finalement, c'est de ne prendre cette thématique-là que sous le prisme technologique. Or, parfois, c'est compliqué ou c'est pas compatible avec les moyens du dit territoire. À Arras, on a fait le choix de prendre l'innovation sous un angle qui est plus social. Et donc, d'essayer d'en faire un territoire qui réponde aux enjeux, comme le disait tout à l'heure Pierre, aux enjeux de la société d'aujourd'hui, qui est en fait de favoriser le vivre ensemble et de sortir des schémas finalement qui existaient il y a une vingtaine d'années, où on faisait une ville de manière binaire, pour des voitures et des piétons, pour des hommes et des femmes. Aujourd'hui, on doit construire une ville, on doit construire des bâtiments pour tout le monde. Et c'est en ça, aujourd'hui, que le territoire essaye d'être le plus innovant possible. Alors, quelques exemples d'actions qui ont pu être mises en place dans le cadre de cette nouvelle délégation de la ville inclusive. Par exemple, c'est tout bête, mais des plaques de rue, aujourd'hui, inclusives, c'est-à-dire à hauteur de personnes de petite taille, donc 1 mètre, 1,50 m de hauteur maximum, avec un QR code qui permet de les flasher et d'entendre la lecture du texte de la plaque de manière vocale, avec des pictos également qui peuvent influencer visuellement la personne. Également le déploiement, pour faire le lien aussi avec la thématique du salon, le déploiement dans nos bâtiments communaux et intercommunaux d'une solution technologique qui s'appelle Picto Access, qui permet aujourd'hui, lorsque vous flashez le QR code d'un bâtiment ou lorsque vous allez sur le site internet de la ville d'Arras ou de la CEA, de savoir, grâce à quelques pictos, pour quel public le bâtiment est accessible. Personnes valides, personnes à mobilité réduite, sourdes et muettes, personnes déficientes visuellement, etc., etc., adultes, enfants. Donc de travailler vraiment sur l'accessibilité maximale de nos bâtiments grâce à cette solution technologique. Un autre exemple tout bête, on déploie sur le territoire des flottes aujourd'hui de vélos électriques et de vélos mis à disposition du grand public. Eh bien, depuis quelque temps, la communauté urbaine d'Arras a fait l'acquisition de vélos spécifiques avec une remorque, on les appelle les mobilos, qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir embarquer sur les vélos et de pouvoir utiliser la flotte de vélos qui est mise à disposition par la collectivité. Donc voilà, quelques exemples d'actions très concrètes qui montrent vraiment aujourd'hui la trajectoire qu'on essaye de suivre sur le territoire d'Arras, qui est d'être un territoire innovant sur le plan social pour favoriser le vivre ensemble et l'inclusion. Alors, le vivre ensemble, l'inclusion du côté d'Arras avec un mode de fonctionnement. Et là, je me tourne du côté de Jean-François Jaunet, du côté de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Quel est votre mode de fonctionnement quand on évoque l'innovation sociale ? Alors, sur la question d'innovation, les élus du territoire avaient choisi, dans leur plan de mandat, de mettre l'innovation au centre. Et l'innovation, elle peut être, effectivement, ça a été évoqué, elle peut être technologique, elle peut être économique, elle peut être sociale. Mais avant tout, je pense qu'il faut qu'elle soit humaine. Et donc notre problématique à nous, notamment avec ce début de mandat avec la crise du Covid, c'est d'avoir vu apparaître de nouvelles populations fragiles. On avait déjà des personnes en fragilité, qu'elles pouvaient être sociales, elles pouvaient être liées à différentes particularités. Mais on a vu arriver une nouvelle population et en fait, comment on s'outille pour traiter toutes ces problématiques pour finalement rendre plus facile l'accès à l'emploi pour nos populations. On avait en fait une douzaine de structures qui pouvaient travailler sur l'insertion, sur la formation, sur... Par exemple, comment on permet l'accès aux personnes en situation de handicap, comment on fait pour les décrocheurs scolaires, leur permettre de retrouver une formation.
Et en fait, chacun travaillait un peu en silo, c'est ce qui a pu être évoqué aussi par un interlocuteur précédent. On avait tendance à travailler verticalement et en silo, en isolant finalement chaque problématique. Sauf qu'en fait, les problématiques sociales, elles sont souvent liées. Il n'y a pas un facteur, un monofacteur, il y a souvent plusieurs facteurs. Et donc l'innovation, ça a été de dire, on va faire travailler ensemble tous nos partenaires, donc les mettre autour d'une table et se dire comment on peut travailler tous ensemble de façon à avoir quelque chose de transversal, qui peut répondre au plus grand nombre et permettre de faciliter cette intégration sociale aux personnes les plus fragiles. Donc ça a été le premier enjeu. Et ensuite, on a pu bénéficier par l'arrivée sur notre territoire du site Ubengo, un technopôle, c'est-à-dire un ancien lycée qu'on a transformé en lieu d'innovation et sur lequel on peut accueillir à la fois des formations pour les publics fragiles, on a aussi des écoles d'enseignement supérieur, on a des start-up. Tout ce monde se retrouve sur le même site et permet à la fois de se croiser, d'échanger et d'avoir une dynamique positive. Voilà. Alors, quand on évoque ce mode de fonctionnement, il y a d'abord deux choses. Il y a le Digitruck, une petite parenthèse. La mission Écoterre actuellement est en Bourgogne-Franche-Comté. On en est extrêmement fiers parce que nous allons de ville en ville tous les 15 jours avec cet énorme bus. Je sais pas, vous l'avez vu au Creusot, il est installé depuis lundi. Alors moi je l'ai vu visuellement sur une photo, mais effectivement, alors je sais qu'il y a un événement particulier demain par rapport à ce Digitruck. Et puis il y aura aussi un événement encore plus important pour nous. Voilà. Donc mardi 8 avril, où en fait sur ce site Ubengo, on va pouvoir accueillir un maximum de monde pour présenter un peu la démarche d'intégration sociale dans notre économie sociale et solidaire et la dynamique du territoire, et puis aussi de faire venir les demandeurs d'emploi, les faire rencontrer les partenaires, les entreprises, les structures d'insertion, de façon à ce que tout le monde puisse échanger, se rencontrer, avoir des ateliers pratiques, concrets, tout ça donc sur ce site qui va permettre de croiser un peu ces synergies et cette positivité que l'on veut faire apparaître sur notre territoire. Ça va durer une journée Alors ça doit durer une journée, mais après c'est des événements qui peuvent aussi se décliner dans le calendrier, puisqu'on a déjà eu des événements sur ce site. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont être programmés. L'important c'est de faire vivre ce lieu et de croiser effectivement un maximum de choses, de partenaires pour pouvoir avancer sur l'impact social qu'on peut avoir auprès de nos populations. Alors l'innovation sociale, on parlait du Digitruck, de cet événement, vous l'avez dit, qui arrive à grands pas. Le Creusot, j'y suis demain, c'est à combien? 1h30, 2 heures de Paris? 1h15, 1h20 en TGV. 1h15, 1h20. En 1h15, 1h20. Alors vraiment, il se passe beaucoup de choses au Creusot, au niveau de l'innovation sociale, au niveau des nouvelles technologies, et surtout, chez vous, je rends hommage à vos équipes, mais aussi à votre président David Marty, où l'humain est toujours un peu ce que prône notre ami Alain Merlin, est toujours au centre de tout. Et là, je me tourne également vers nos amis. Pierre Ferrari, on parle d'innovation technologique, bien évidemment, c'est le but aussi de ce salon et de nos démarches respectives. Et est-ce que cette innovation technologique, elle peut être vraiment au service de l'innovation sociale? Alors il y a des cas, bien sûr, mais est-ce qu'on y croit vraiment et comment peut-on rassurer aussi nos concitoyennes et nos concitoyens? On y croit vraiment, évidemment. Je fais le lien sur ce qui vient d'être évoqué, sur l'enjeu de l'inclusion numérique. C'est un sujet fort finalement que vous évoquez au travers de vos exemples. Et la première des étapes dans les collectivités, c'est de prendre en considération les attentes et les besoins de nos administrés et de nos agents, et encore une fois de nos élus. L'inclusion numérique, malgré le boom du numérique aujourd'hui, et surtout à cause ou grâce au boom du numérique aujourd'hui, est devenue indispensable. La formation des différents publics fragiles est l'étape préalable indispensable avant que les territoires n'avancent sur les autres sujets pour emmener un maximum de ses concitoyens. Donc le sujet de l'inclusion est prioritaire, et ça fait la transition avec votre question, Alain, notamment des enjeux de Smart City sur nos territoires. La Smart City, c'est un terme aujourd'hui qui est un peu galvaudé, qui est mis en place dans beaucoup de collectivités. Alors il y a une dizaine d'années, on parlait notamment de Dijon, il y a eu Angers un peu plus tard. Aujourd'hui, ces exemples, ils ont été remis en cause concrètement, parce qu'on s'est rendu compte, sans mettre en cause encore une fois les projets de Dijon et d'Angers et des autres collectivités, ils ont avancé, ils ont fait leurs preuves sur certaines choses. Par contre, il y a eu un déficit de mettre l'humain au cœur de ce projet.
Et les vrais enjeux aujourd'hui, encore une fois, j'en reviens à ce que je viens de dire sur l'inclusion, c'est de mettre en place l'humain au cœur du numérique. Ce qu'on appelle la Smart City Human. C'est ce qu'a très bien fait Arras, la communauté urbaine et la ville d'Arras au cours de ces dernières années. Et donc c'est l'importance de travailler et de coproduire les projets numériques avec les publics concernés. Et dans le cadre de cette co-construction, on va emmener les publics sur les outils numériques. Parce qu'imposer un outil numérique à une population, à des agents ou à des élus qui n'est pas compris, ne permettra pas de faire adhérer. Et donc il y a cette étape évidemment de démocratisation du numérique, de démocratisation des outils numériques qui fait le lien entre l'innovation sociale et l'innovation technologique. Alors démocratisation des outils numériques, quand on parle de ces outils digitaux, et là je me tourne vers monsieur le maire de Sainte-Hélène, Lionel Montillot, le numérique, on l'a vu, hein, on le dit, permet d'optimiser la gestion communale, de simplifier les démarches pour les habitants et d'améliorer la proximité entre élus et citoyens. C'est pas ça finalement le plus difficile, d'améliorer la proximité entre élus et citoyens? C'est nécessairement un sujet. Alors je rejoins ce qui a été dit. Il faut faire très très attention à ce que le numérique, dans sa dynamique et dans le souhait qu'on a de l'utiliser pour en faire un lien de communication notamment et de transparence, ne soit pas un frein à l'accès. Parce que si tout repose uniquement sur le numérique, sans accompagnement, sans aller vers les territoires, avec des dispositifs qui se rendent, nous sur les communes, on a à l'échelle interco, on a un bus qui va travailler à l'inclusion numérique, parce que se déplacer, les mobilités en ruralité, c'est compliqué, donc on va vers. Il faut vraiment accompagner ces démarches-là pour que les outils soient compris, parce qu'il y a de plus en plus d'une part de démarches administratives, y compris en urbanisme, dans les choses du quotidien qui se passent quasi exclusivement de façon numérique, donc il faut accompagner ça. Ensuite, pour être un peu concret, nous à Sainte-Hélène, on avait un vrai défi qui était des sujets de perception de l'information, de la communication, de la transparence, de l'accès aux élus, alors que c'est une petite commune, à la proximité. Et bien utilisé, le numérique peut être un point qui renforce ces aspects-là, tout simplement en mettant la bonne application mobile qui permet le point de contact, ou en mettant en avant la bonne adresse mail pour envoyer aux bonnes personnes. Et puis toute la constellation d'outils qu'on peut développer autour de ça, mais il faut vraiment être vigilant à ce que les gens puissent les prendre en main. Mais effectivement, nous on le constate, le numérique dans sa vocation première, enfin en tout cas dans cette dynamique d'accès à l'information, quand on utilise bien les nouveaux outils de communication notamment, et aussi de transparence, parce que ça va avec d'accès à l'information, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais, si on accompagne la démarche. Alors, les outils numériques, bien évidemment. Après, je vais d'abord me tourner vers Anthony, mais après, on abordera l'intelligence artificielle, incontournable. Hein. On met l'intelligence artificielle à toutes les sauces actuellement. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais j'aimerais aussi qu'on l'évoque à travers vos expériences respectives, vos perspectives, notamment dans le cadre de l'innovation sociale et organisationnelle. Et quand on parle d'organisation et d'innovation organisationnelle du côté d'Arras, pour vous, Anthony Blondeau, ça se décline au travers du prisme RH. Ça, c'est aussi une autre piste qui me paraît très intéressante. Oui, tout à fait. Alors, justement, pour rebondir en tout cas sur les réponses précédentes, ce qu'on essaye, nous, d'inculquer à nos agents au sein de la collectivité, c'est le fait que le numérique, la technologie, ce n'est pas une fin en soi. En fait, la technologie, finalement, ça va être un moyen qui va permettre de répondre à des problématiques métiers ou des problématiques sociales ou organisationnelles. Et donc, ça rejoint exactement ce que disait Pierre ou Lionel juste avant. Nous, on part en tout cas à chaque fois des problématiques qu'on peut rencontrer et on va regarder si à la fin, elles peuvent déboucher sur des solutions technologiques adaptées. Alors, ça me permet de dire que justement, c'est pour cette raison qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant, au sein de la communauté urbaine d'Arras. En fait, j'ai mis en place une team innovation. Voilà, donc désolé pour l'anglicisme, mais au retour, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Au retour du CIVIM, auquel nous avions participé au mois d'octobre au Québec, en fait, on s'était rendu compte que l'innovation, c'est beaucoup plus vaste que le simple prisme technologique. Et on s'était rendu compte que l'innovation,
c'était avant tout un état d'esprit. Il faut que les gens aient l'esprit ouvert. Il faut que les gens n'aient pas peur d'imaginer des solutions venues de nulle part. Il faut que les gens n'aient pas peur d'être curieux. Il faut que les gens n'aient pas peur de révolutionner ou de disrupter, comme on aime le dire aujourd'hui. Et donc, on a eu cette idée de créer en interne une équipe avec des gens venus de tous horizons, qui vont du service voirie jusqu'à la direction de la cohésion et de l'habitat, en passant par le développement économique ou le numérique, avec des gens de tout niveau hiérarchique. Et régulièrement, quand on se voit, on leur soumet des sujets auxquels réfléchir. Alors le premier, c'était l'intelligence artificielle, on pourra en parler après. Là, le deuxième, par exemple, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la cohésion, le lien entre les agents au sein de la collectivité en amenant des idées innovantes. Donc ça, c'est une première chose. Et donc c'est intéressant parce que voilà, on les oblige à sortir du cadre et à essayer de nous amener des idées nouvelles. Ensuite, effectivement, sur le plan RH, et ça, c'est une démarche qui a été engagée à la ville d'Arras il y a maintenant 2 ans, il y a une politique très volontariste en faveur notamment de l'égalité homme-femme, avec des choses qui sont relativement innovantes. En tout cas, à ce niveau d'addition, c'est relativement innovant. On pense notamment au congé menstruel pour les agentes municipales qui ont des règles douloureuses, mais aussi les congés de coparentalité qui permettent aux parents d'avoir plus de jours d'autorisation d'absence, notamment pour les papas, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça permet aussi, à un moment donné, d'être plus facilement aux côtés des épouses et donc de faciliter le travail des agents féminines. Également, mise en place très récemment un dispositif pour faciliter la reprise d'activité professionnelle pour les agentes municipales qui viennent d'avoir un bébé et qui allaitent. Donc avec une salle qui a été mise à disposition spécifiquement pour ça. Et les agentes ont le droit, pendant 1 heure par jour, d'aller procéder à l'allaitement ou au tirage de lait sans que leur soit retiré de leur quota et de leur rémunération. Donc ce sont des exemples, effectivement, d'actions RH qui sont mises en place au sein de la collectivité pour essayer de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Et puis après, on a aussi des réflexions sur le plan organisationnel, notamment, alors toujours pour faire le lien avec le salon et la gestion bâtimentaire, sur l'occupation des espaces de bureaux, des espaces, des mètres carrés disponibles sur le territoire. Parce que nous, communauté urbaine d'Arras, on est confrontés, je pense, au même problème que toutes les personnes qui sont ici dans la salle. On manque de salles de réunion. On a des associations qui manquent d'espace pour exercer leur activité. On a des commerces qui manquent d'espace pour parfois exercer leur activité commerciale. Or, on fait le constat sur le territoire que des mètres carrés disponibles, il y en a pléthore. Dans les mairies, des salles qui ne sont pas utilisées les 3/4 du temps. Certaines écoles qui ont fermé et qui aujourd'hui sont inutilisées. Dans des entreprises, des salles qui, sur certains créneaux horaires, sont disponibles. Et donc on a engagé aussi ce travail sur le territoire, d'un recensement de tous ces espaces disponibles, d'un recensement également des besoins émis par tous les acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou privés. Et l'objectif, au final, c'est de croiser les mètres carrés disponibles avec les besoins des acteurs pour essayer d'optimiser au maximum l'utilisation des mètres carrés. Donc ça a à la fois un impact organisationnel et aussi un impact écologique, puisque ça permet au moins d'utiliser les bâtiments disponibles sans avoir besoin d'en construire à chaque fois des nouveaux. Voilà, alors, quelques exemples. Alors, merci. Alors, après, on viendra, et pour terminer cette table ronde sur l'IA, comment inclure l'IA dans tout ce qui est innovation sociale. On fera un petit tour de table. Vous avez parlé du CIVIM, le sommet international de l'innovation en ville médiane, qui a eu lieu à Québec il y a quelques mois, au mois d'octobre, et qui aura lieu, la Michel Cotter est co-organisatrice avec la communauté urbaine de Dunkerque et Nevers Agglomération. On a parlé beaucoup de jumeaux numériques lors de cette délégation qui a duré une petite semaine. On va en parler aussi également
donc à la prochaine édition qui aura lieu à Dunkerque du 2 au 4, notamment, où je vous invite vraiment, c'est pas loin, hein, Dunkerque, c'est 2 heures aussi, hein, de TGV. Il va se passer beaucoup de choses. Lionel Montillot, lorsque l'on évoque justement les jumeaux numériques et la prospective d'aménagement, comment utiliser ces technologies que nous évoquons aujourd'hui afin de mieux anticiper l'évolution des infrastructures, optimiser aussi l'aménagement du territoire et intégrer la transition écologique dans nos choix d'urbanisme? Alors, le jumeau numérique, nous à Sainte-Hélène, on a un jumeau numérique. C'est pas nécessairement spontané de se dire dans une commune de 3000 habitants, on va aller mettre des ressources pour créer le jumeau numérique. Et je pense que c'est intéressant rapidement de raconter comment c'est arrivé parce qu'on souhaitait mettre en place un diagnostic de notre voirie. Sainte-Hélène, c'est une commune qui fait 130 km². 2% du territoire est urbanisé, c'est principalement de la forêt. Et donc, en cherchant des partenaires pour faire ce diagnostic de voirie, qui est somme toute une action banale pour une commune, on a rencontré un partenaire du territoire qui était dans une démarche innovante. Il nous a dit, nous, on peut aller plus loin et faire un jumeau numérique. Et vous allez voir, ça va aussi vous servir pour la gestion forestière. Et il se trouve qu'on l'a fait sans pleinement mesurer pour quel usage dans le futur. Et puis, quelques mois après, un des 3 plus gros incendies de 2022 a touché la commune de Sainte-Hélène et on a trouvé un usage très très rapidement pour ce jumeau numérique. C'était l'entretien sécuritaire des contours des zones urbanisées. Et on a mis en place avec cette société une action innovante justement pour analyser les partenaires, les propriétaires et pouvoir les informer. Et là on a commencé à sentir le jumeau numérique, quels pouvaient être ses usages. Et sur une commune qui est à 98% naturel, l'enjeu d'aménagement du territoire, alors évidemment c'est un outil qui est fantastique parce qu'on peut intégrer ces projets d'aménagement dans la vision de la commune, dans son jumeau numérique, mais aussi on peut en mesurer les impacts. On peut en mesurer les impacts sur le domaine public, sur la perméabilisation, sur la qualité des réseaux au sol, puisqu'on peut, avec les jumeaux numériques maintenant, aussi travailler et identifier parfaitement et numériser ces réseaux d'eau, d'assainissement. Et c'est un vrai outil de prospective. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi, de présentation et de transparence de l'action publique, parce qu'on peut présenter aux habitants ce qui se passe beaucoup plus concrètement grâce aux jumeaux numériques, mais c'est aussi un outil d'arbitrage très fort, bien sûr sur les aspects esthétique de ce qu'on peut intégrer dans sa commune, puisqu'on peut, nous on a un projet de renouvellement total, on espère, on considère que c'est un projet assez innovant, puisqu'on a aujourd'hui ce qui est un stade très vétuste qu'on va réhabiliter totalement, bien sûr en rénovant les équipements sportifs, mais aussi en ramenant de la zone humide, de la désimperméabilisation des sols, de la végétalisation, des actions et des sites pédagogiques pour l'école, puisqu'on n'a qu'une école. Et alors on peut intégrer ça dans notre jumeau numérique et parfaitement voir à quoi ça va ressembler, ce qui est un atout, mais parfaitement voir aussi quel va être l'impact sur la zone humide, puisque tout le Médoc est sur une zone humide, les nappes elles sont à 30 cm ou 40 cm sous le sol, donc voir comment ça va fonctionner. Et en termes d'environnement, ça nous permet énormément de pouvoir arbitrer. Et ça, c'est pas instinctif. Quand on se dit on va créer un outil numérique, on se dit pas, en tout cas nous on se l'est pas dit, en termes d'environnement, ça va pouvoir, ce qui est notre préoccupation première, hein, enfin en tout cas une de nos principales puisqu'on est dans un parc naturel régional, on se dit pas nécessairement cet outil numérique qui est sur un serveur qu'on visualise, où on voit des points, va nous servir pour des arbitrages environnementaux et pour renforcer notre politique environnementale. Et je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé et qu'on explique aussi à la population, parce que quand on communique, parce que ça fait partie, avec des outils numériques, ça fait partie du travail des élus de communiquer sur l'action municipale. On dit on a mis en place un outil numérique, un jumeau numérique, ça ne parle pas aux habitants, ils ne savent pas ce qu'on en fait. Et quand on arrive, alors je le redis, à intégrer les projets dans une prospective visuelle, ça fonctionne. Mais quand on arrive à quantifier, à critériser l'impact des projets, ça se mesure encore plus. Voilà. Alors moi j'ai une double question pour vous cinq finalement. On va rester de ce côté avec Pierre sans doute, puis après on tournera comme ça. Une double question, l'intelligence artificielle, je le disais, hein, on met ça à toutes les sauces. Il y a du bon, il y a du moins bon. Est-ce qu'elle peut être sociale? Et les nouvelles technologies ne vont-ils pas trop
supplanter la place de l'humain dans nos organisations et nos métiers. Pierre, ensuite Lionel, Anthony, et puis nous passerons de ce côté pour conclure. Alors l'IA, c'est clairement un sujet d'actualité. C'est une révolution comme on l'a vécu sur la transition numérique ou sur la cybersécurité, qu'il est important de poser au sein de la collectivité. Pas plus loin que le mois dernier, en CODIR, au comité de direction de la collectivité dans laquelle je suis directeur général, on a posé le sujet auprès des cadres de la collectivité sur l'intérêt de l'IA et savoir où est-ce qu'ils en étaient dans leur réflexion. On s'est rendu compte que 90% des cadres de la collectivité utilisaient l'IA à titre personnel, mais n'osaient pas l'utiliser dans le cadre de leur fonction. Alors, officiellement, parce qu'en fait, quand on avance dans la discussion, on se rend compte qu'ils l'utilisent malgré tout. Donc moi, j'ai voulu les rassurer et leur dire qu'ils avaient toute légitimité à l'utiliser à partir du moment où la direction générale et le maire en étaient informés. Et depuis, l'IA est utilisée. Alors on a un projet à destination de nos concitoyens, notamment sur un chatbot, pour réduire les flux au sein de l'accueil de la mairie. Ça peut être intéressant et compris rapidement, à la fois par les concitoyens, mais aussi par les élus. Et puis en interne, on a le service communication qui maintenant utilise régulièrement l'IA pour les affiches ou pour des communiqués de presse. Le tout, c'est de poser le sujet, de rassurer nos agents en interne, de rassurer nos élus, encore une fois, qui est une étape indispensable, et de montrer à nos concitoyens la concrétisation des projets IA dans leur intérêt. Mais c'est important, en tout cas, aujourd'hui, de mettre sur la table l'ensemble des nouvelles technologies, et notamment l'IA. Lionel ? Alors c'est intéressant ce que dit Pierre, parce que sur les territoires ruraux, sans stéréotyper, c'est un peu plus compliqué. L'IA, c'est moins spontané. Et moi, je crois fondamentalement que ça va révolutionner les choses et qu'un outil, s'il est bien utilisé, peut être un outil fabuleux. Alors, on a parlé des chatbots, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut alléger aussi le quotidien des services et rendre accessible, encore une fois, les informations ou l'accompagnement aux démarches de jour comme de nuit. Donc, c'est vraiment des outils qu'on veut mettre en place. Il y a derrière la notion d'accompagnement au changement aussi et à l'innovation, parce qu'il faut accompagner nos équipes à l'utilisation, à s'autoriser, ça a été dit, à s'autoriser à prendre ces outils-là et à ne pas se sentir dévalorisé par le fait d'utiliser ça. Moi, je le dis souvent, une commune comme Sainte-Hélène, c'est un agent, une fonction. Donc et les ressources financières, on connaît le contexte, c'est compliqué pour les collectivités, ça va peut-être l'être de plus en plus. Et c'est un outil qui permettrait et qui permet déjà de soulager les tâches répétitives et de monter en compétence sur des tâches à valeur humaine ajoutée forte. Et pour les petites communes, je pense vraiment qu'à terme, ça ne va pas remplacer, mais ça va venir renforcer et permettre de gagner en épaisseur si on accompagne bien, aussi si on forme bien. Et Pierre l'a dit, c'est une culture, enfin, je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, aussi travailler à la culture de s'autoriser, d'expérimenter et de percevoir l'outil comme une aide importante. On s'en sert aussi, nous, sur la rédaction des marchés publics, sur l'analyse des marchés publics. C'est quand même assez fabuleux. Et moi, je le sens en tant que maire, qui est plutôt cette culture de l'innovation en disant au service, il faut y aller, il faut utiliser. Et la réponse qu'on a tout de suite, mais non, mais je peux le faire. Bien sûr. Mais si vous le faites avec, vous allez gagner du temps, on va aller plus vite, on va pouvoir faire plus grâce à l'outil, s'il est maîtrisé, si on est protégé aussi à plein de niveaux. Mais je crois que c'est un virage que les collectivités ont intérêt à utiliser. Puis alors, l'IA avec le jumeau numérique, on peut faire encore plus de choses et compter encore plus certains éléments qu'on a sur la commune et aller encore plus vite dans l'analyse de ses besoins et dans peaufiner les besoins. Quand on arrive à vraiment savoir, je prends un exemple parce que j'en discutais tout à l'heure, je prends un exemple quand on refait les marquages au sol sur sa commune, par exemple, où nous on passe nécessairement par un prestataire, on n'a pas ça en régie, on a une trentaine d'agents, on sait à peu près tout ce qu'on a, c'est grand, hein, 130 km, donc on sait ce qu'on a comme marquage au sol pour les stops, les passages piétons, mais à la louche quand même. Avec l'IA, maintenant le jumeau numérique, on peut compter ça. On peut compter, on peut quantifier le linéaire de peinture et dire ah là, au mètre carré c'est ça. Et savoir que le prestataire il va nous proposer la bonne quantité de peinture et la bonne intervention. Ça peut paraître anecdotique, mais dans la maîtrise des coûts et dans ce qui se passe sur sa commune, c'est un vrai sujet. Anthony ? Oui, alors, pour ne pas forcément paraphraser ce qui a été dit auparavant, moi je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'IA aujourd'hui, on ne doit pas en avoir peur. Mais on ne doit pas non plus s'y jeter à corps perdu et sans réflexion. C'est-à-dire que c'est un outil technologique. Donc,
c'est un outil qui doit être au service d'un besoin. Et donc il y a 3 éléments pour moi importants à avoir en tête pour encourager le déploiement de l'IA dans une organisation quelle qu'elle soit. Un, c'est identifier clairement les besoins auxquels pourrait répondre ou auxquels pourrait venir nous aider de répondre l'intelligence artificielle. 2, que ça ne nous enlève pas notre capacité d'analyse et de décision. C'est-à-dire, Lionel le disait tout à l'heure, l'IA aujourd'hui, il faut le voir comme un assistant qui va nous permettre de gagner du temps sur certaines tâches, qui va nous permettre peut-être de nous amener des propositions ou des éléments de décision, mais in fine, l'humain doit garder sa capacité d'analyse, de décision, parce que l'IA est basée sur des données, et que ces données, on ne mesure pas toujours la fiabilité de celles-ci. Et donc, il est important également de conserver cette capacité de jugement, parce que les réponses que renvoie un outil d'intelligence artificielle ne seront pas forcément toujours à 100% correctes. Et donc, la valeur ajoutée humaine sera toujours nécessaire. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut vraiment qu'on aborde ce sujet-là de cette manière. C'est un atout, mais qui ne doit surtout pas supplanter la capacité de l'humain à l'analyser et à juger de son utilité. Jean-François Jaunet, l'IA un atout, mais méfiance quand même. Oui, alors, bon, je vais reprendre un peu ce qui a été dit par mes camarades qui interviennent, mais en fait, un volet un peu technique qui peut montrer l'utilisation pertinente de l'intelligence artificielle. Demain, on va inaugurer un nouveau centre de tri, donc à côté du Creusot. Ce centre de tri, on a une start-up basée sur notre technopôle Ubengo qui travaille sur la détection des objets dangereux. On sait que les centres de tri, malheureusement, régulièrement, il y a des incendies qui coûtent des sommes considérables, des dizaines de millions d'euros. Et en fait, il y a une start-up qui est là pour travailler sur reconnaître ce qui peut être dangereux dans la chaîne de tri pour l'enlever avant que l'incendie arrive. Ça, c'est une utilisation tout à fait pertinente de l'intelligence artificielle. L'autre volet, celui qui est celui du sujet d'aujourd'hui, sur l'impact social, on a une association qui intervient, nous, par exemple, pour la formation des personnes qui peuvent être assez loin de l'emploi. Et notamment, on a une tradition de terre d'accueil sur le territoire de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Et le président David Marty a décidé qu'on puisse accueillir des Ukrainiens. Et en fait, ces personnes, quand elles arrivent sur notre territoire, le français, c'est pas forcément une langue qu'elles maîtrisent. Et donc, on a une association qui est là pour leur permettre d'apprendre rapidement le français. L'intelligence artificielle, elle s'adapte automatiquement au niveau de la personne. Et elle va permettre de gagner du temps sur cette formation et de dégager aussi du temps pour les personnes qui sont là dans cette association pour finalement échanger plus généralement avec les bénéficiaires pour qu'ils puissent, autour d'un café, discuter des autres problématiques et autres. Finalement, ce temps humain gagné est aussi important pour le bien vivre. Voilà, donc là, c'est une des forces de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une partie d'autonomie sur l'apprentissage et une partie d'échange avec quelqu'un concrètement. Alain Merlène, pour conclure, alors finalement, l'innovation sociale et organisationnelle et l'IA peuvent faire bon ménage. Vous, malgré tout, qui prônez toujours et encore la proximité et la relation humaine. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA, moi je suis d'accord avec tous mes collègues intervenants, ça doit rester dans le domaine de l'outil. Voilà, parce que l'IA ne répondra simplement qu'aux questions que vous lui poserez. Elle vous donnera une expertise, mais elle répondra toujours à une volonté de l'humain de maîtriser l'outil. Et je pense que ça, il faut le rester. Et ça, c'est d'autant plus... c'est bien cette question aujourd'hui, cette temps du jour, c'est que l'Union nationale des CCS s'est interrogée justement. Parce que beaucoup de travailleurs sociaux, aujourd'hui, trouvent que dans leur cœur de métier, l'intelligence artificielle peut être dangereuse pour l'être humain. C'est vrai, l'intelligence artificielle est ressentie, mais là, moi, j'ai quelques éléments, parce que nous, au-delà de l'Union nationale des CCS, nous, on a créé une commission extra-municipale au niveau de la ville, où on réunit, comme tout à l'heure, je vous le disais, plusieurs partenaires, déjà des techniciens, mais aussi des élus, des gens du monde de l'industrie, de la société civile. Bon, c'est vrai que l'IA ne peut être un véritable... ne peut pas, être véritablement social au même titre que l'humain. Pourquoi ? Parce qu'elle n'éprouve aucune empathie, elle n'a aucune conscience et
il n'y a pas de véritable compréhension sur la problématique de l'autre. L'IA ne pourra jamais répondre à ces questions-là. Elle ne pourra jamais, à la place de l'humain, ressentir des émotions réelles. Elle ne pourra jamais créer de véritables liens sociaux. Elle ne pourra jamais prendre des décisions éthiques complexes. Et surtout, elle ne pourra jamais faire preuve d'empathie. Voilà, elle peut nous citer des phrases réconfortantes, mais est-ce qu'elle connaît réellement le sens de ces phrases réconfortantes? Donc voilà, moi pour nous, travailleurs sociaux, tous les acteurs de la solidarité, on se dit que l'intelligence artificielle ne sera jamais sociale au sens humain du terme, mais par contre, là je suis tout à fait d'accord avec vous, elle peut vous aider. Gagnons du temps dans les statistiques, on a besoin de statistiques, on a besoin d'un tas de choses. Si on veut prendre les bonnes décisions, ben forcément, il nous faut des bilans, il nous faut de l'expertise, il faut des statistiques, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que... Et en plus, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer dans le domaine de l'éducation ou de l'enseignement. C'est bien de lire des phrases, mais vous comprenez bien que l'orateur a toujours la petite cote, la petite touche qui fait que son texte est bien perçu par ceux qui l'écoutent. La littérature, le journalisme, c'est la même chose. Je parle des métiers de la bouffe. L'IA ne pourra jamais remplacer la petite pointe que le cuisinier va mettre dans sa sauce ou dans son petit repas. Donc voilà, et surtout pour nous les élus, pour nous, les acteurs du territoire, dans la politique et la gouvernance, l'IA ne pourra jamais, et elle ne doit jamais diriger, parce que pour diriger une ville, et même, je vais même aller plus loin, pour diriger complètement un pays, une organisation nécessite quand même une certaine compréhension des émotions humaines, des compromis et bien sûr des décisions éthiques. Et ça, l'intelligence artificielle ne saura jamais le faire. Donc considérons l'artificiel non pas comme tout simplement, comme vous l'avez tous dit, comme un outil, une aide à la prise de décision, mais laissons vraiment l'humain au cœur de nos préoccupations. L'humain au cœur toujours, et mieux encore, l'innovation sociale et organisationnelle. Messieurs, merci pour vos lumières, merci d'avoir fait tout ce chemin vers le BIM World Jumeaux Numériques Paris Expo, porte de Versailles. Merci à Quentin Melemiastre qui est là quelque part, qui nous a préparé ce plateau. Et puis merci à vous, votre attention aussi. Alors tout à l'heure, on se retrouve à 15h15 avec un nouveau plateau pour conclure cette deuxième journée de présence de la mission Ecoterre au BIM World de Jumeaux Numériques. On va parler tout à l'heure quel impact l'intelligence artificielle sur la transformation environnementale. Merci messieurs, merci à vous.